Bonjour, donc oui, vont nous rejoindre à la table Adrien Vicard, directeur commercial de Welcome to the Jungle, Jean-Pierre Baudouin, professeur associé à la Sorbonne et consultant, conseil en communication, et Clément Saintoville, cofondateur de l'entreprise À l'Envie. Ouais. Tu veux aller là-bas? Je suis un peu loin d'eux. Ouais, ok, bah, Tu veux que je fasse ça? ouais. Distanciation sociale. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Nous sommes donc sur la thématique des défis de demain pour attirer et fidéliser nos collaborateurs. Et comme vous l'avez compris auprès de Monsieur Seiz, un enjeu important pour vivre et devenir, et je pense à un niveau national pour le travail social. Donc je laisse la parole. Alors, qui commence? C'est donc Monsieur Vicard. C'est vous qui commencez. Vous êtes donc le directeur commercial de Welcome to the Jungle et vous allez donc évoquer les attentes des nouvelles générations au travail. Donc je vous laisse vous présenter plus en détail et présenter l'entreprise Welcome to the Jungle. Enchanté, en tout cas à tous. On entend bien avec le micro? Super. Donc moi je m'appelle Adrien, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je travaille pour Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est un média qui parle du travail depuis un peu plus de 6 ans. On va peut-être en reparler par la suite un peu plus en détail, mais la création de cette entreprise, elle est venue du constat des 2 fondateurs sur la difficulté, ou en tout cas le sujet un petit peu anxiogène du travail, de la recherche de travail, de périodes de chômage, de périodes où on se pose des questions. En tout cas, c'était un sujet, le travail, qui était quelque chose d'assez difficile. Merci beaucoup. D'assez difficile à vivre. Et les sites assez généralistes qui parlaient du travail à l'époque étaient quand même sur des thématiques qui n'étaient pas forcément très positives et sur des formats qui n'étaient plus forcément adaptés. En 2015, ils ont créé Welcome to the Jungle. Le but, c'était vraiment d'en parler d'une façon beaucoup plus moderne, d'aborder des thématiques qui étaient devenues sensibles aux attentes des nouvelles générations. Les nouvelles générations, pour nous, on les considère surtout sur les gens aujourd'hui qu'on touche, qui sont des 18-35, 18-40 ans. Donc, on va dire que les personnes qui sont nées après 1980 et qui ont aujourd'hui des attentes qui sont très différentes de ce qu'on a pu connaître précédemment. Je pense que ça vient de différentes choses. La première, c'est que c'est des gens déjà aujourd'hui qui sont nés avec un téléphone et qui le consultent très très fréquemment. C'est aussi des gens qui ont des attentes vraiment différentes sur ce qu'on perçoit. Et je vous dis ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai été exposé depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je ne travaillais pas dans ce secteur d'activité précédemment. Et en fait, aujourd'hui, on a une plateforme, nous, sur laquelle on a un peu plus de 2 millions de personnes qui viennent tous les mois et qui viennent à travers notre média, donc qui viennent à travers des articles, des vidéos, des podcasts qu'on réalise et pour parler vraiment de thématiques qui sont très diverses. On a souvent des sujets, le travail qui est abordé à travers ces métiers, le travail qui est abordé à travers la rémunération. Nous, on essaie d'aborder tout ce qui va être lié aux réflexions qu'on peut avoir à travers le travail, et ça peut être très différent sur... J'essaie de vous prendre des sujets qu'on a abordés récemment. En ce moment, c'est dans l'actualité, mais on a abordé le problème de la gestion des règles par les femmes en entreprise. Je ne pense pas que ça soit quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir voir précédemment. On a abordé des choses sur le handicap, le burn-out, qui sont des choses qui sont plus communément explicité récemment dans certains médias. La façon dont on le tourne, ce qui est peut-être très différent, c'est d'en parler d'une façon très objective et sur lesquelles on essaye toujours d'avoir un angle peut-être un peu plus bienveillant, positif que d'autres médias. Et je pense que ce que ça nous a appris ces 6 années, c'est que les gens en fait étaient de plus en plus intéressés par le travail qui est moins vécu comme quelque chose de traditionnellement... je pense,
assez anxiogène, mais plutôt un sujet de réflexion maintenant sur lesquels les gens ont envie d'avoir de la transparence, ont envie d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, je pense qu'un des constats aussi qu'on peut faire sur ces nouvelles générations, en tout cas sur les gens qui arrivent sur le marché du travail, parce que tous ces gens dont je vous parle, ces deux générations, on va dire la Y et la Z, c'est des gens qui vont représenter 50% de la masse des gens qui vont travailler d'ici 3 ans. Donc c'est aujourd'hui un enjeu de comprendre ce que ces personnes attendent, sans forcément le juger. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Pour moi qui ai des petits frères et des petites sœurs, il y a des fois des considérations qui sont très différentes de ce que je peux avoir au travail et pour lesquelles j'essaie d'être un peu plus à l'écoute de pourquoi ces gens peuvent avoir ces réflexions différentes. Ça m'a fait énormément plaisir quand j'ai vu les projets qui étaient soutenus, par exemple sur le projet qui soutient l'apiculture aujourd'hui, et de voir tous les jeunes qui viennent sur ces projets-là. Aujourd'hui, une des plus grosses attentes, je vais vous les lister sur les grosses attentes qui sont celles que nous on constate sur notre audience. La première, et qui a énormément changé, c'est que les gens vont vraiment avoir le sentiment de ne plus rejoindre une entreprise pour y faire carrière, mais pour passer un moment dans lequel elles vont avoir envie de responsabiliser l'entreprise sur leur équilibre vie perso et pro. En fait, les gens, et surtout les 18-40 ans, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est pas que ce sont des gens qui ont envie de moins travailler. D'ailleurs, explicitement, on a 80% de notre audience, nous, qui nous demandent à plus travailler. Ce qui est très différent, c'est que les attentes qui sont explicitées, c'est une flexibilisation du temps de travail et de l'organisation de travail. Et c'est vraiment à ne pas mettre en opposition au temps de travail. Je vous donne notre exemple. Moi, j'ai 2 petites filles de 2 et de 5 ans et j'ai rejoint Welcome to the Jungle parce que dans les facteurs d'attractivité, on travaille 4 jours par semaine. Et je travaille 4 jours par semaine. J'ai le temps de m'occuper sur le 5e jour de choses personnelles, de projets associatifs. J'ai une petite sœur qui est en situation de handicap assez lourd. C'était aussi pour ça que j'étais sensible à ce sujet aujourd'hui. Et en même temps, sur les 4 autres jours, je pense que je travaille plus que dans la précédente société dans laquelle j'étais. Et pour moi, c'est une liberté en fait que m'a donné le travail, et c'était la première raison de mon choix. Donc ça, c'est la première, c'est comment est-ce que les sociétés aujourd'hui font confiance, se réorganisent pour pouvoir apporter une flexibilité sur le temps de travail. La deuxième attente, c'est une transparence sur les équipes avec lesquelles on va travailler et les conditions de travail. Et je sais que les étapes, vu que ma petite sœur a 32 ans, ça fait longtemps que je suis confronté à cette problématique. Je sais que les conditions de travail, des fois, peuvent être difficiles, et que le soin qu'on apporte également aux personnes qui en ont besoin et qui sont fragiles peut être lourd à porter. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce que nous dit notre audience, ce n'est pas les métiers de la santé qu'elle rejette. Je pense qu'il leur manque une transparence sur quelle est la réalité de mon métier. Et c'est ça qu'elle nous demande, puisqu'aujourd'hui, on a un site, on va peut-être le voir rapidement, sur lequel les entreprises qui nous sollicitent, c'est pas seulement les startups parisiennes qui travaillent 4 jours par semaine avec des produits Apple, pas du tout. On travaille depuis historiquement avec des sociétés qui étaient plutôt ces sociétés qui sont parisiennes et qui sont dans la tech. Et depuis 2 ou 3 ans, ça a totalement changé, puisque tous les établissements, les associations, les entreprises se posent des questions sur justement l'attractivité des talents et comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur la rétention de son personnel et en même temps pouvoir le remplacer et pouvoir trouver des nouvelles personnes pour accompagner sur des défis. Et la première chose qu'on voit aujourd'hui, qui est consultée sur ce qu'on produit, c'est les vidéos des collaborateurs qui expliquent leur métier. Lorsqu'on explique son métier, qu'on est très transparent sur ce que va être sa journée, ce que vont être les conditions de travail, ce que va être la charge mentale et l'ambiance de travail, vous rassurez les gens. Et donc, en tout cas, nous, les messages que nous passe notre audience, c'est pas un rejet de certains domaines d'activité qui peuvent sembler plus difficiles. Là, on a re-signé des acteurs comme Leroy Merlin, comme Auchan, comme Lidl. On n'est pas sur Apple, Tesla ou Google. Et pourtant, c'est des gens qui, à travers des vidéos métiers très explicites sur des formats courts, réussissent à expliquer
ce que va être la réalité du terrain. Ça, c'est le deuxième facteur, c'est qu'on soit très transparent aujourd'hui sur quelles vont être les conditions et montrer à travers des vidéos ou de l'image, puisque c'est des jeunes qui sont exposés quand même à des Instagram, des TikTok, des Facebook, et l'écrit n'est plus du tout le premier moyen pour que vous puissiez partager des offres d'emploi et partager des réalités métiers. Et donc ça, c'est une adaptation en tout cas qu'il faut avoir et qui est assez différente. La troisième, c'est quel est l'impact, ou en tout cas comment est-ce que la société, l'association, l'établissement dans lequel je vais travailler a un impact environnemental et social. Je pense que social, on ne peut pas faire plus fort que vous. Environnemental, ça m'a touché de voir ça tout à l'heure parce que ça ne m'étonne pas que les jeunes et que vous récompensiez ça parce que tout le monde est devenu beaucoup plus sensible à des choses qui sont durables et qui vont avoir un impact. Et à n'importe quelle échelle, ça aura du sens de communiquer dessus. Et aujourd'hui, ce que nous disent, nous, les 2 millions de personnes qui viennent nous voir tous les mois, c'est expliquez-nous. On veut que les sociétés, elles nous expliquent quelles sont leurs politiques de RSE, quelle est la politique de QVT, quelle est la politique de flexibilisation du temps de travail, qu'est-ce que ça va être ma journée, est-ce que c'est un projet qui porte des valeurs et qui a un impact sur l'environnement social. Et c'est là où c'est très différent. Et pour revenir tout à l'heure sur l'intervention de Youssou, nous, on a la chance de parler à des DRH, on en a rencontré 5200 l'année dernière avec toute mon équipe, sur vraiment des industries, des métiers, des secteurs, des géographies différentes, qui nous disent la même chose que Youssou, c'est oui, aujourd'hui, la rémunération, ça reste un des critères de choix. Par contre, nous, c'est devenu le 4e critère de choix des candidats. Et donc, on essaye d'être dans quelque chose où évidemment, il faut qu'on puisse garder une certaine compétitivité par rapport aux collaborateurs, mais la première chose qu'ils vont demander aujourd'hui, c'est pas ça. La première chose qu'ils vont demander aujourd'hui, c'est du sens, une compréhension du métier, l'impact qu'ils vont pouvoir avoir à travers leur job. Mais c'est vrai qu'ils seront dans quelque chose qui est peut-être un peu moins durable en termes de durée, en termes de temps passé dans l'entreprise. Et c'est en ça que peuvent aider également toute la politique de formation continue, de perspectives de mobilité. Et aujourd'hui, moi, j'ai une équipe qui est extrêmement jeune. C'est moi qui suis presque la deuxième personne la plus âgée avec 36 ans chez Welcome to the Jungle. Et en fait, on se dit qu'on a une population qui va être potentiellement assez sensible au changement, aux rémunérations. J'ai des gens dans mes équipes à qui on propose le double de salaire et qui sont très transparents, donc qui m'en font part. Et en même temps, sur cette année, sur les 18 derniers mois, j'ai eu un seul départ dans mon équipe. Et j'ai essayé au maximum de favoriser cette flexibilisation du temps de travail. Et ça a été difficile parce qu'on a passé 18 mois compliqués, à distance. C'est des gens qui prennent beaucoup d'énergie encore avec du contact humain, qu'on a dû mettre dans des conditions de télétravail à 100%, dans des appartements parisiens, des fois de 20, 30, 40 mètres carrés, donc pas forcément dans des situations agréables. Et pourtant, ce qu'on a essayé de favoriser, là, sur cette fin d'année, je savais que j'avais un énorme enjeu qui était de créer de la mobilité, donner de la perspective aux gens sur comment est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer de grandir chez nous. Et ça passe pas forcément par une mobilité verticale, puisqu'on a forcément encore dans certaines organisations quelque chose d'assez pyramidal. Et c'est aussi le cas dans une entreprise nouvelle comme Welcome to the Jungle. Et pourtant, ces personnes, je pense qu'elles restent parce qu'on permet d'avoir cette flexibilité sur le temps de travail. On est extrêmement flexible et moi j'essaie d'adopter un comportement de confiance avec les gens dans les équipes alors que ce sont des personnalités qui ont besoin d'avoir de l'écoute. La deuxième chose, c'est qu'on fait attention à avoir une politique salariale et d'équité de genre qui est extrêmement forte chez Welcome to the Jungle, et c'est aussi quelque chose qu'attendent aujourd'hui les personnes, c'est de savoir comment les gens sont engagés pour pouvoir recruter en faisant attention à la discrimination. Et la troisième raison, parce qu'on a donné de la perspective tout au long de l'année sur comment est-ce qu'on forme les gens, comment on les projette dans l'organisation. Et donc c'est un peu toutes ces attentes qu'on peut percevoir aujourd'hui, en tout cas sur... je vous dis la nouvelle génération, mais c'est vraiment sur... pour moi, c'est pas la nouvelle génération, c'est la génération actuelle, c'est 50% des personnes qui vont constituer les forces vives de vos organisations dans les 3 ou 4 ans. Je dois passer les slides, c'est ça? Ouais, je vous en...
Je vous en montre 2 ou 3, mais c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a des choses qui seront, j'espère, intéressantes. Oui, voilà, ce qui a aussi énormément changé, il y a les attentes, mais il y a la façon dont les gens vont chercher du travail. Donc là, je vous ai parlé un petit peu globalement, hein, une salve de 10 minutes sur un peu les attentes et de ce que j'en perçois à mon échelle. Ce qui a énormément changé aussi, c'est la façon dont les gens recherchent un travail. Ce que je vous évoquais, c'est quand même une génération qui est très exposée au mobile. Et ce qui peut lui être reproché, mais en tout cas, c'est le constat aujourd'hui. Elle fonctionne avec son mobile, elle fonctionne avec son mobile dans la main, et elle fonctionne surtout en tiers de confiance. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui vont aller faire un achat, ils vont aller se renseigner sur les commentaires, les évaluations. Lorsqu'ils vont aller dans un restaurant, ils vont avoir ce parcours de vérification, de tiers de confiance avant de prendre une décision. Ce qui a énormément changé, c'est que c'est exactement la même chose maintenant sur un travail. Vous avez un parcours qui se fait généralement, ce qu'on évalue, c'est en 5 étapes. Elle va aller chercher de l'information média sur la société, et c'est aussi pour ça que généralement nous on est un peu rassurant, que Welcome to the Jungle ça agit comme un tiers de confiance. Nous sur la partie média on va surtout les rassurer sur comment démissionner mais rester en bon terme avec ses anciens collègues, comment négocier une rupture conventionnelle lorsqu'on est en conflit, ou alors non justement quand on ne l'est pas du tout. Les questions qu'on peut se poser lorsqu'on a envie de faire un travail qui est totalement différent de ce qu'on avait besoin de faire, et par quelle étape il faut passer, combien de temps il faut pour se projeter. Ça, c'est la première étape. Les gens veulent vraiment se rassurer au départ. Ils ont besoin d'avoir un tiers de confiance sur le sujet et qui soit objectif. Et c'est aussi pour ça que nous, on a une équipe de 50 journalistes et qu'on ne fait aucun article sponsorisé. Parce que quand vous avez l'habitude de lire des articles sur le travail dans des journaux qui sont aussi payés potentiellement par des annonceurs, ça biaise un peu le modèle. Et donc nous, on a 50 journalistes et désormais, maintenant, on a des experts, donc des neurologues, des pédopsychiatres, des psychiatres qui parlent du travail, qui parlent de l'impact du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devenu assez référent et connu sur cette population-là parce qu'on essaye au maximum de pousser le niveau de précision sur les sujets assez haut pour parler du travail. La deuxième chose qu'elles font avant de candidater, c'est d'aller regarder sur Google quels sont les avis, où est-ce qu'il y a une actualité sur l'établissement, sur l'entreprise, dans leur parcours de confiance. Ils vont aller regarder ensuite sur un Glassdoor, quel est le niveau de salaire, d'attractivité, de rémunération. Et puis ensuite, elles vont généralement aller sur le site. Donc c'est le dernier parcours maintenant, ce qui a totalement changé en 10 ans. La dernière étape, c'est d'aller sur le site de l'établissement, de la société, pour aller choper quelques mots-clés et pouvoir les utiliser en entretien. C'est plus du tout, aujourd'hui on n'a même pas 10% des candidatures qui se font sur les sites carrières. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans la différence de comportement, c'est que les gens vont utiliser ces tiers de confiance pour créer leur candidature, et qu'en plus elles candidatent d'une façon totalement différente, puisque vous avez une multitude de job boards sur lesquels les gens peuvent poster des offres. Et puis après on a des sites un peu plus spécialisés, sur lesquels nous, on a fait attention à créer du contenu pour les gens, puisqu'aujourd'hui, ce que les gens veulent aller trouver, c'est justement ça, des photos, des vidéos des collaborateurs, le temps de trajet qu'ils vont aller ensuite calculer sur un Citymapper entre chez eux et leur établissement, leur association ou leur entreprise. Et, je vous le repartage juste avant, il y a aussi 67% des gens qui nous disent qu'ils ne trouvent pas assez d'informations justement sur les sociétés, qui ont besoin d'avoir aussi cette stratégie de contenu à n'importe quelle échelle. Évidemment que c'est plus simple pour un Google de venir prendre du temps pour parler de soi, et que c'est plus difficile quand on est un établissement, une association avec déjà énormément de travail au-dessus de la tête, de pouvoir le faire. Il y a aussi, voilà, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure aussi, c'est la différence de comment est-ce que les gens utilisent leur mobile ou utilisent dans leurs habitudes la façon de venir sur un job board. Je vous ai mis celle de Welcome to the Jungle, mais aujourd'hui, 40% des candidats, ils viennent en tapant une recherche Google sur la société avant de postuler, et on a ensuite 30% des gens qui viennent sur notre plateforme à travers les réseaux sociaux. Donc nous, on fait attention à avoir c'est notre métier après, mais on fait attention d'avoir une communication qui soit très différente entre ce qu'on fait sur Instagram, ce qu'on fait sur un Twitter, ce qu'on fait sur notre plateforme, ce qu'on fait sur Facebook, et d'essayer de le différencier afin de pouvoir toucher les personnes en fonction des sujets qui l'intéressent. Puis après, on a ensuite 20% des gens qui viennent en direct, parce que désormais, Welcome to the Jungle, c'est devenu référent sur « je vais chercher de l'information sur Welcome to the Jungle pour me rassurer », et ensuite aller sur la plateforme pour regarder les établissements et les sociétés qu'on accueille.
Je vais vous montrer ça, c'est le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est devenu, sur les 18 derniers mois, la première source d'acquisition pour nous en croissance. Et donc, qui montre aussi le changement majeur de comportement des gens sur leur façon de chercher un emploi. Aujourd'hui, on a 530 000, je crois qu'il y avait ce matin, 545 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn. Et donc, sur LinkedIn, on a des articles assez traditionnels, on va dire, dans leur forme, alors que sur Instagram, on est sur des choses extrêmement visuelles et des vidéos qui sont totalement différentes. Mais on voit qu'il y a une appétence quand même de ces populations-là pour le sujet du travail, qui est le premier sujet dont on traite. Donc de dire qu'aujourd'hui, les 18-35 ans, c'est des gens qui n'ont plus envie de travailler ou que ça n'intéresse pas, c'est pas vrai. La différence, c'est que les attentes sont très particulières et elles changent. Et j'imagine que pour la génération précédente, puis encore celle d'avant, et encore celle d'avant, ça a toujours évolué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus dur pour attirer des talents, les garder et garder ceux qui justement sont les meilleurs ou qui ont envie de rester, il faut faire changer des choses et c'est vrai qu'en ce moment ça change extrêmement rapidement. Nous, c'est la première chose pour lesquelles ils viennent, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous voyez mon profil, mais en fait, les gens, ils viennent sur notre plateforme au départ pour vraiment le contenu. Et donc, nous, on est vraiment un média qui parlons du travail. Et vous voyez que c'est des choses quand même qui sont très visuelles. On n'est pas sur de la communication traditionnelle. Et la seconde chose, c'est qu'ils viennent justement pour découvrir ça. En fait, aujourd'hui, ce que fait Welcome to the Jungle, on crée des profils, des vitrines pour les entreprises pour qu'elles puissent exposer leur marque employeur. Donc parler de leur identité, parler de leur activité et poster les offres d'emploi. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé chez Welcome to the Jungle, à chaque fois qu'on allait voir une entreprise, c'était la première objection qu'on nous faisait, c'est oui, mais Welcome to the Jungle, c'est l'entreprise des startups parisiennes. Alors que ce n'était pas du tout la vocation, mais en fait, c'était la première population qui a fait appel à nous, parce que le marché était extrêmement tendu sur des personnes qui s'occupent de développer et de coder. Donc, il y a une tension de marché à laquelle on a répondu en priorité, et en plus, on était localisé dans Paris, donc forcément, on était confronté à ça. Depuis 2 ans, on signe des acteurs dans la grande distribution. Là, on a signé avec des ministères, on a signé avec des établissements de santé, on a signé avec la sécurité sociale. La sécurité sociale, pour moi, c'était la meilleure démonstration aujourd'hui que c'est une entité qui a énormément d'opportunités d'emploi, sur laquelle tout le monde a un biais négatif. Et donc, pour moi, c'était une énorme fierté de montrer ce qu'on avait comme opportunité. Et on vient de renouveler avec les sécurités sociales, donc c'est qu'ils doivent être contents, puisque nous, on est sur des abonnements d'1 an, et on produit du contenu. Donc on est allé au siège de la sécurité sociale, on est allé réaliser des photos, des vidéos, sur les formats qu'on maîtrise. Et donc c'est des formats généralement assez courts, c'est une trentaine de photos, des vidéos d'1 minute 30, où en fait, le but, c'est de donner la parole à différents corps de métier pour qu'ils puissent expliquer leur quotidien, expliquer leur métier. Et on va aussi donner des informations sur la parité, l'âge moyen, parce que c'est ce type d'informations que les gens veulent avoir avant de postuler. Je vous ai mis également, parce que c'est pareil, j'ai eu la discussion avec Viviane aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus d'acteurs sur des métiers, des secteurs très différents. Sur les 2 dernières années, les 3 plus gros secteurs avec lesquels on a signé, c'est plus du tout la tech dont on vous parlait. Le premier, c'est tout ce qui est industrie. Donc, on a signé pas mal d'acteurs dans le BTP, pas mal d'acteurs dans l'industrie pharmaceutique. C'est des gens qui étaient en tension, justement, sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent plus à attirer parce qu'ils ont besoin de renouveler leur communication. C'est des gens qui, traditionnellement, proposaient des parcours de carrière avec des avantages financiers employés qui pouvaient être conséquents. Et donc, des choses qu'on engage durablement. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans les attentes, donc c'est des gens qui se renouvellent. Le deuxième, c'est la grande distribution. Eux, ils ont, pour certains en tout cas, profité de la période, et donc ils ont besoin aussi de pouvoir avoir de l'attractivité, mais on a signé avec des gens comme Auchan, comme Aldi, comme Lidl, et pas forcément les enseignes parisiennes ou intramuros. Et le troisième secteur, c'est la santé. Et donc dans la santé, on a signé avec des acteurs comme les Papillons Blancs de la Colline. C'est une association qui aide les personnes en soutien de handicap, qui sont vraiment des acteurs qui ont des métiers très différents, qui cherchent aujourd'hui des aides-soignants, qui cherchent des médecins. Et en fait, le plus difficile aujourd'hui pour nous dans notre mission, c'est d'expliquer
que c'est pas la première population qui vient sur Welcome to the Jungle, mais comme il y a un an, c'était pas la première population, c'était pas des gens qui cherchaient des métiers de vente. Sauf qu'aujourd'hui, la recherche a tellement changé, c'est que d'être présent sur des plateformes comme Welcome to the Jungle, ça va favoriser deux choses. D'une, le référencement des établissements, donc toute la recherche en SEO, mais donc sa présence sur Google, puisqu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'être présent dans la façon dont les gens recherchent du travail. Et la deuxième, il y a ce côté de transparence pour montrer ce que c'est la vie dans un établissement, les métiers, et parler des parcours de mobilité qui puissent exister et de tout ce que vous imaginez ou toutes les actions qui sont menées. Quand je vois que vous faites des appels à projets, qu'il y a plein de jeunes qui sont impliqués, mais en fait, ça, c'est des choses qu'il faut expliciter, soit à travers des vidéos, soit à travers des photos, soit en l'écrivant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont avoir un parcours un peu différent et des attentes un peu différentes de ce qu'on pouvait avoir précédemment pour attirer. De rien. Merci beaucoup. Bon, vous êtes une formidable transition quand vous évoquez la marque employeur pour que je donne la parole à Monsieur Baudouin. Donc, Monsieur Baudouin, vous êtes conseiller en communication, professeur associé à la Sorbonne et vous allez évoquer la thématique de la réputation et la marque employeur comme facteur d'attractivité. Merci, merci. Alors j'ignorais votre existence jusqu'à être invité à vous rejoindre aujourd'hui, physiquement ou à travers YouTube. Et ça pose effectivement la question de la marque. Alors, c'est pas la jungle. Ça a l'air d'être la jungle. En fait, c'est un jardin. Mais c'est pas un jardin comme on a l'habitude de les voir. Le jardin change, les plantes changent, le climat change. Et effectivement, il faut simplement apprendre à lire ce changement. Mais pour apprendre à lire ce changement, il faut aussi apprendre à se faire lire dans ce changement. Et c'est là que... Alors, je vais me mettre debout aussi parce que c'est plus facile d'avoir l'image devant que d'avoir l'image derrière. La question, on n'est pas du tout au numéro 1 là. On est à la dernière image. Si vous voulez bien revenir sur la première image de la série, ça sera parfait. On va commencer au numéro 1. Voilà. Alors, pourquoi la marque ? On m'a dit que la question de la marque se pose à vous. Bien. Alors, traiter cette question de la marque, c'est un peu mon métier depuis quelques décennies. Pourquoi la marque pour vous ? Alors, quand on dit marque, évidemment, on a plutôt tendance à penser marché. Et c'est vrai que c'est là que ça commence. C'est vrai que c'est sur des questions de marché que le système de la marque s'est développé. Et c'est sur des questions de marché parce que le besoin, quand on est sur un marché, c'est d'abord d'être identifié. C'est d'abord de pouvoir être reconnu. C'est d'avoir non seulement une identité, mais une marque, c'est-à-dire une identité qui porte un sens, qui dit quelque chose. Et ça, c'est la situation quand on est en concurrence. Alors cette concurrence, elle est évidemment vive. On vient de vous parler de marché en tension. Eh bien, cette tension, elle existe pas seulement sur les marchés où on a eu l'habitude de voir des marques. Si je vous dis marque, vous allez penser à des marques de grande consommation. Et pourtant, aujourd'hui, la question de la concurrence par les marques, elle se fait sur les marchés de produits et services toujours, bien sûr, mais elle se fait sur les marchés de l'emploi. L'emploi est un marché en concurrence. Et sur tout marché en concurrence, on a besoin de se faire reconnaître, de se faire identifier avec une marque. C'est vrai aussi sur les marchés de capitaux. Regardez ce qui se passe en bourse. Les investisseurs vont chercher des investissements dans des entreprises dont ils reconnaissent la marque comme étant une marque porteuse. Alors ça, c'est le côté marché, mais ce qu'on a vu depuis quelques années, c'est que le même processus s'est étendu dans les fonctionnements de la société. La société, aujourd'hui, a besoin de reconnaître l'identité des acteurs dans à peu près tous les champs de la manière dont fonctionnent nos sociétés. Alors, c'est de l'identité et plus de l'identification. C'est-à-dire que la société, elle fonctionne à partir de sa demande et pas à partir de l'offre qui lui est faite. Les marchés fonctionnent beaucoup avec des offres, la société fonctionne avec ses demandes. Et ce que la société recherche à travers le mécanisme de la marque, c'est de retrouver comment l'identité d'un acteur est conforme à ses attentes. Au fond, il ne me suffit plus
de savoir que je vais avoir un produit au bon prix et pour satisfaire un besoin, je veux aussi savoir que l'acteur que je rencontre est conforme à des attentes qui sont des attentes sociales, éthiques, sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs marchandes. Alors, cette conformité, elle est recherchée pour la reconnaissance, c'est-à-dire le fait qu'on se reconnaît comme partageant quelque chose avec un acteur, sur l'insertion. On ne va pas accepter dans son monde, et chacun a son monde, quelqu'un dont on ne reconnaîtra pas qu'il partage les valeurs du monde que l'on souhaite. Et puis l'évaluation. Tout le monde juge tout le monde. Alors ça, c'est un mécanisme qui est évidemment très rapide. Dès que vous rencontrez le nom d'un acteur, vous le jugez. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de le juger. Dès que vous rencontrez un acteur, vous le mettez dans une case. Il n'y a pas de moyen d'acquérir la connaissance d'un acteur sans le mettre dans une case. C'est bien ou mal, ou quelque chose entre les deux. C'est utile ou inutile, ou quelque chose entre les deux. Mais toujours, on juge. On ne peut pas ne pas juger. On n'acquérera pas la connaissance d'un acteur sans l'avoir installé dans une relation aux valeurs que l'on porte. Donc cette évaluation, elle a évidemment un rôle central dans le fait qu'on va y aller ou pas, qu'on va adhérer ou pas. Et c'est le mécanisme qui s'est installé dans l'inversion d'un mécanisme qui a été très critiqué depuis les années 70, ce qu'on a appelé la marchandisation du monde. Le fait qu'on avait l'impression que les grandes entreprises, notamment les entreprises de produits de grande consommation, donc les grandes marques, avaient saisi la société pour imposer des besoins artificiels à des consommateurs dont on voulait capter le pouvoir d'achat. Et ça, c'était ce que un certain nombre de critiques ont appelé la marchandisation du monde. Eh bien, depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, on voit se développer le mécanisme inverse. C'est-à-dire que la société a commencé à développer des pratiques qui lui permettent d'imposer ces systèmes de valeurs à des secteurs de l'économie. Pourquoi y a-t-il cette demande aujourd'hui de reconnaissance des valeurs sociales, des pratiques sociales des entreprises avant d'aller y déposer sa candidature? Eh bien, c'est parce qu'on part des attentes de la société pour aller vers un marché en attendant de ces acteurs d'un marché qu'ils se conforment à des valeurs de la société plutôt que de se voir, entre guillemets, imposer des valeurs de consommation par des entreprises de vente de produits ou de services. Donc on est dans cette sociétisation de l'économie de ces marchés, de produits et services, d'emplois, de capitaux. Aujourd'hui, on voit se développer l'investissement socialement responsable. On voit se développer les pratiques d'emploi, de recrutement et de fidélisation qui reposent en effet de plus en plus sur le sens du travail, en contrepartie d'une rémunération, bien entendu, mais pas la rémunération sans le sens. Donc on voit bien que cette influence de valeurs sociales sur le monde de l'entreprise fonctionne exactement comme un mécanisme d'installation de marque, parce que la marque qui est capable de se faire reconnaître comme conforme dans son identité aux valeurs qui sont les valeurs attendues et prioritaires de la société, elles vont évidemment avoir un parcours qui sera très différent des autres. Alors, ce que cela met en valeur, c'est le passage de la notion de la valeur économique, d'actifs immatériels. Pourquoi, dans cette période, a-t-on vu monter en puissance dans la valeur des entreprises leur marque comme actif immatériel et leur réputation comme actif immatériel? Eh bien, précisément parce que la valeur n'est plus seulement dans les machines qu'on possède, dans les terrains, dans les immeubles et dans les brevets, donc dans tout l'aspect économique de l'entreprise, mais bien aussi dans la perception qu'ont des publics extérieurs ou internes de la valeur de la marque et de la réputation de l'entreprise. Cette réputation, elle est complètement assise sur le volet droit de ce tableau. Cette réputation, elle tient bien davantage à la conformité à des valeurs de société qu'à la multiplication de valeurs économiques et financières. La réputation,
c'est de la capacité d'adhésion, et pas de la capacité d'adhésion seulement dans un intérêt économique ou financier, mais dans une capacité à vivre avec un acteur. Alors, tout ça explique le passage du raisonnement de l'investissement et de l'intérêt vers la motivation et la responsabilité sociétale, environnementale, les questions de gouvernance, les questions d'investissement socialement responsable, donc tout ce qui est de la motivation dans la société et pas seulement de l'intérêt dans l'économie. Alors c'est ce que fait la marque aujourd'hui. La marque vise à mettre en œuvre des mécanismes qui sont au service d'une organisation pour faire en sorte que cette démarche vertueuse, que ce mécanisme d'inclusion dans la société soit le moteur d'une capacité à intervenir sur des marchés et pas l'inverse. Alors, cette réputation et cette marque, elles ont un rôle central dans la question des valeurs, de l'intérêt, de la motivation et de l'identité. Et ça pose la question, évidemment, de la manière dont elle se construit. Alors, elle se construit d'abord si elle est explicite. Vous ne pouvez pas construire une marque aujourd'hui si vos valeurs ne sont pas explicites et ne sont pas partagées. Et ça, ce n'est pas du discours. On voit aujourd'hui se développer la critique, alors ça s'appelle greenwashing, ça s'appelle toutes les critiques, généralement avec des termes en anglais d'ailleurs, qui sont la critique du seul discours. Si vous êtes seulement dans le discours de communication et que vous n'êtes pas dans la démonstration de ce que vous faites réellement dans votre activité, vous n'aurez pas la construction de votre marque dans des conditions viables pour la motivation. Et il faut être unique. Il faut être aussi peu substituable que possible, c'est-à-dire qu'il faut que vous existiez dans une situation, dans un contexte, sur un territoire, face à un besoin, avec une identité qui est la vôtre et qui est présente, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais ça parce que. Et cette capacité à montrer, et là je rejoins ce qui a été dit, il s'agit bien de montrer et pas seulement de dire. Montrer, c'est dire par d'autres moyens. Donc là-dessus, on a un mécanisme de développement de la marque, mais qui doit être un mécanisme volontaire. Vous ne pouvez pas vous en remettre à l'espérance que ça se voit. Il faut organiser la manière dont cette marque est manifestée au public auprès desquels vous entendez être présent. Alors, vous, là-dedans, je ne vais pas vous apporter des réponses, plutôt des questions. En l'occurrence, comment vous situez-vous par rapport à ces mécanismes? Comment vous situez-vous par rapport à ces nécessités de valeurs explicites? Comment vous situez-vous par rapport à la nécessité de montrer ce que vous faites et pas seulement de le dire, et de développer une identité unique, commune, parce que vous n'existerez pas si vous faites une cacophonie. Donc vous avez besoin d'avoir une présentation qui soit commune à l'ensemble de vos établissements, qui soit commune à l'ensemble de vos points d'ancrage et commune à l'ensemble de vos interfaces avec les publics avec lesquels vous souhaitez développer une relation. Mais la marque aujourd'hui, c'est ça, et c'est ça dans votre domaine, d'autant plus que la société est dans ses attentes et pas seulement dans des logiques de marché. Voilà brièvement ce que je souhaitais partager avec vous de ce parcours de la marque. Maintenant, c'est à vous d'y réfléchir, bien entendu. On peut continuer d'en parler. Merci. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Clément Saintoville sur le management comme levier de motivation et de fidélisation. Je voulais vous avouer, Monsieur Saintoville, que j'ai porté un fort intérêt, et c'était très inspirant, votre ouvrage avec vos collaborateurs sur la société du lien. Et pour faire une petite dédicace, je me suis dit que je ferais quand même une petite dédicace à mon directeur général. Page 50, Christophe. Page 50, nous avons le sens avant les règles. Et vu que c'était une phrase que me disait le directeur général en visio hier, juste avant que je lise votre ouvrage, je me suis dit c'est le destin.
Super, merci beaucoup pour cette belle intro. Le sens avant les règles, c'est pas mal. Donc moi, je suis Clément Saint-Olive. Je suis un des cofondateurs d'Alenvie. Alenvie, c'est une entreprise sociale. On est ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qu'on a créée il y a 5 ans. On est à la fois un acteur de l'aide à domicile. On accompagne des personnes fragiles à Paris. Et on est aussi acteur de la formation pour les métiers dans le sanitaire et social. Alors, je vous raconte juste en quelques minutes l'historique un peu de ce projet-là, puis après je vais venir au sujet, mais les deux sont étroitement liés. C'est pour ça que je me permets de prendre quelques minutes sur l'historique. Bon, il y a 5 ans, moi j'ai travaillé, j'ai fait une école de commerce, donc je ne connaissais pas le secteur du sanitaire et social, je ne connaissais pas l'aide à domicile avant. Je travaillais pendant 10 ans dans une grande entreprise de services qui s'appelle Sodexo. Et il y a un peu plus de 5 ans, je me questionnais sur le sens de ma vie professionnelle, sur son utilité. C'était un super job, hein, j'étais vraiment très reconnaissant. Et par le hasard des rencontres avec 2 amis, on s'est intéressé à l'aide à domicile et tout particulièrement au métier d'auxiliaire de vie, qu'on ne connaissait pas ou très peu. Pourtant, il y a presque 500 000 auxiliaires de vie aujourd'hui en France. C'est un métier qu'on a découvert à ce moment-là. On était vraiment touché par l'humanité de ce métier. Et je vous la fais courte, mais on s'est senti investi d'une mission qui était d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées et avec la conviction que ça passait par la valorisation de ce métier. En fait, il y a 6 ans, on a fait 2 constats. On a commencé par interroger pas mal de professionnels du secteur, des auxiliaires de vie. On a fait 2 constats assez marquants, avec un regard neuf de personnes qui n'y connaissaient rien ou pas grand-chose à ce beau métier. D'abord, c'est que c'est un métier de vocation, de lien. C'est un métier vraiment d'empathie assez incroyable. Et pourtant, en face, il y a des conditions de travail assez pourries. Donc on a noté déjà un premier décalage. D'un côté, il y a un truc absolument incroyable qui est le pourquoi les gens font ce métier, la beauté du métier, mais il y a un truc qui est moins beau, c'est les conditions de travail, la précarité souvent des auxiliaires de vie, du temps partiel subi, des rémunérations assez faibles. Et après, on a fait un autre constat assez étonnant, un peu lié, c'est que les personnes qui font ce métier pour sa dimension humaine, pour le lien qu'on a envie de créer avec les personnes fragiles. Et pour autant, c'est un métier qui a été pensé depuis de nombreuses années comme un métier de production. On vient produire des tâches, des toilettes, des repas, du ménage. Et donc, à la fois l'organisation du travail, les formations pour les auxiliaires de vie sont vraiment très orientées vers la production de tâches efficaces plutôt que vers le lien qu'on doit créer. Donc, on a fait un peu ces 2 constats-là et on s'est dit, on y va, on crée Alenvie. Aujourd'hui, la raison d'être d'Alenvie, c'est humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Je vous raconte parce que c'est assez important et c'est pourquoi on fait ça. On est assez connus, ceux qui nous connaissent, on va dire plutôt, nous connaissent notamment pour un truc qui est un modèle de petite équipe autonome. Donc les auxiliaires de vie aujourd'hui ne travaillent pas dans le modèle classique pyramidal de l'agence de service à la personne, avec des coordinateurs au bureau qui envoient des intervenants, mais avec des petites équipes autogérées d'auxiliaires de vie. Et ça, on était très inspiré d'une rencontre qu'on a fait au démarrage du projet par l'association Buurtzorg aux Pays-Bas. Buurtzorg, ça veut dire équipe de quartier, qui a été fondée il y a une quinzaine d'années par un infirmier, qui a fait des constats assez proches de ceux qu'on a fait chez Alenvie, mais beaucoup plus tôt, et puis qui est passé à l'action très vite, en disant, voilà, je vais un peu vite, mais il était infirmier de métier, Jos de Bloch. Il s'est dit, mais à un moment, il y a eu une course à l'efficacité, à la productivité dans les soins infirmiers. On en a perdu. Pourquoi on fait notre travail? On ne fait pas notre travail. L'objectif, ce n'est pas de produire des soins efficacement. L'objectif, c'est de rendre l'autonomie aux personnes, aux patients qu'on accompagne. Et donc, il faut qu'on pense l'organisation autour de comment on rend l'autonomie le plus vite possible, plutôt que comment on produit du soin efficacement. Et eux travaillent aussi en petite équipe autonome. Aujourd'hui, ils sont 15 000 infirmiers en petite équipe autonome. Alors ça nous a beaucoup inspiré au démarrage d'Alenvie, à la fois dans le constat et dans la réponse qui est, on travaille en équipe, on rompt la solitude du métier.
Alors moi, pour rentrer dans le sujet aujourd'hui, après je vais détailler un petit peu peut-être en quelques mots à l'envie, mais moi je me suis posé la question dans le métro là en venant, pourquoi, je relis le sujet, défi de demain pour attirer et fidéliser nos collaborateurs. Moi je me suis demandé pourquoi j'avais été attiré par à l'envie et pourquoi j'étais fidélisé jusque-là. Alors moi j'ai été attiré parce que j'y ai trouvé du sens. J'ai trouvé un sens important. J'ai pas été attiré par la lucrativité du marché. J'étais vraiment attiré par le sens. Je dis ça un peu volontairement parce qu'il y a de gros problématiques de financement et de salaire. Et c'est sûr qu'il y a des enjeux et on peut faire des choses là-dessus. Mais vraiment, l'élément principal, en tout cas pour moi, ça a été le sens, la mission. Pourquoi en fait? Pourquoi je me retrouve aligné avec le... Voilà, comment on peut accompagner des personnes fragiles et comment on peut valoriser les métiers qui accompagnent la fragilité. Et pourquoi je suis fidélisé depuis 5 ans? Je pense que je suis le fondateur du projet, donc je me sens appartenir au projet. Et puis je sens que j'ai la main, j'ai un pouvoir d'agir sur ce projet. J'en suis un des fondateurs, donc j'ai assez naturellement la possibilité de faire beaucoup de choses. J'ai une capacité de pouvoir changer, prendre des décisions assez importantes. Et je pense en fait que chez À l'Envie, c'est ce qu'on essaie de faire pour tout le monde en fait. C'est à la fois d'avoir un alignement avec le pourquoi assez fort, mais aussi d'avoir le pouvoir d'agir dans le temps, dans l'organisation. Et que ce ne soit pas juste moi, cofondateur, qui a un pouvoir d'agir, mais que chaque collaborateur, chaque auxiliaire de vie chez À l'Envie ait le pouvoir d'agir face à des difficultés, face à un problème, face à un choix de recrutement, face à une évolution, face à un accompagnement compliqué. Comment j'ai le pouvoir d'agir et comment je ne subis pas cette organisation et comment, si j'ai un problème, finalement, je vais venir, je vais partir, mais comment, en fait, je suis partie prenante de l'organisation. Et donc après, si je prends un peu je regarde mes notes, pardon, mais si je prends un peu des exemples, aujourd'hui, chez À l'Envie, ça commence par le recrutement. Donc le recrutement, on essaie déjà de verbaliser les choses assez différemment. Alors, on essaie de recruter sur Welcome to the Jungle des auxiliaires de vie. On n'arrive pas trop pour l'instant. On arrive bien à recruter les cadres, et même très bien, mais encore avec difficulté les auxiliaires de vie qu'on recrute plutôt en grande majorité avec Pôle emploi ou Indeed, de manière assez classique. Et on aime bien dire chez À l'Envie auxiliaire d'envie, et surtout expliquer en fait c'est quoi la différence à être quand on est auxiliaire de vie chez À l'Envie par rapport à une structure classique. Et donc, à la fois expliquer le pourquoi du métier et comment on s'organise. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Je dirais qu'il y a à peu près un tiers de nos candidats qui viennent parce qu'ils ont vu qu'il y avait un truc différent. Ah, c'est génial, vous dites auxiliaire d'envie, j'ai lu le descriptif, c'est absolument incroyable. Et donc, il y a cette recherche, comme Adrien, tu le disais, mais c'est encore nouveau. La plupart postulent comme ils postuleraient ailleurs. Par contre, la première personne qu'ils rencontrent chez À l'Envie, c'est une autre auxiliaire de vie de l'équipe qu'ils peuvent potentiellement intégrer. Et donc là, qui va leur raconter la vraie vie. Donc on retrouve ce besoin de transparence dont on disait, c'est l'auxiliaire de vie qui va raconter son histoire, depuis combien de temps elle travaille là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est génial, qu'est-ce qui est difficile. Donc là, assez vite, il y a un engagement assez important qui peut naître parce que c'est la vraie vie, c'est l'auxiliaire de l'équipe, c'est le collègue, c'est le futur collègue qui est la première personne rencontrée et qui va décider avec ses pairs comment, si oui ou non on recrute la personne. Et donc il y a un vrai engagement dès le départ, et donc vraiment avec voilà, au cœur pourquoi on fait le métier. Et derrière pourquoi on fait le métier, il y a vraiment 2 questions importantes chez nous et qu'on raconte un peu dans notre bouquin, c'est pourquoi, j'aime pas mal parler, et comment. Comment on fait les choses est hyper important, plus que quoi. Nous on aide à domicile des personnes, ce métier-là on ne l'a pas inventé. Ce quoi, qu'est-ce qu'on fait, beaucoup de personnes le font, par contre comment on le fait, comment on travaille, comment on s'organise, ça change tout. Et finalement, ce qui va faire venir les auxiliaires de vie chez À l'Envie, c'est parce qu'on fait différemment en incluant dès le recrutement, ça c'est ce que j'explique, mais après c'est en intégrant une équipe. C'est un métier, je pense que chez Vivre et Devenir, la plupart des salariés sont en établissement,
Mais dans le monde du domicile, même si vous en faites un petit peu, on est seul et on ne connaît pas ses collègues, on est assez isolé. Et donc, être en équipe, ça change tout, parce que d'un coup, on a des pairs, on peut échanger sur ses pratiques. On est à deux sur une situation, et donc on peut partager ses difficultés, ses joies, on peut se faire remplacer, on se connaît. Et finalement, ça change tout, le comment on le fait, même si le geste de la toilette et l'accompagnement de la personne ne va pas fondamentalement changer entre chez Allenvie ou chez une autre personne. Voilà, comment on fait, c'est aussi une des grandes difficultés de notre secteur, c'est le planning. Le planning, il est subi, il est fractionné, il est incomplet pour pouvoir faire du temps plein. On n'arrive pas à faire des miracles globalement chez Allenvie, mais on se rend compte que quand c'est l'équipe qui s'occupe du planning et pas un coordinateur, non seulement il y a souvent des très bonnes solutions qui émergent par l'intelligence collective, et en plus, il est beaucoup plus accepté parce que c'est l'équipe elle-même qui en accepte les limites quand s'il y a une personne absente, c'est l'équipe qui trouve les solutions, donc c'est l'équipe qui est partie prenante de la solution, plutôt que subir l'absence. Alors je vous donne un peu quelques exemples isolés, mais en gros, pour vous ayez une photo, si on prend du recul, aujourd'hui chez Allenvie, dans notre activité d'aide à domicile, on a une douzaine d'équipes d'auxiliaires qui travaillent en autonomie, donc c'est 6 à 8 personnes. Les auxiliaires, elles se recrutent, elles font le planning ensemble, elles sont en lien avec les familles, avec les partenaires de santé, elles intègrent les nouveaux, elles s'occupent de la qualité. Donc pas mal d'autonomie, voilà, un vrai fonctionnement en autogestion. Elles ont du temps pour le faire surtout, pour se rencontrer et puis pour s'occuper de ces missions-là. Donc ce qui permet de compléter les temps partiels. Donc c'est du temps finalement c'est un temps de coordination qui est transféré, mais qui permet de valoriser les métiers, de les compléter, de développer des compétences pour ceux que ça intéresse. Voilà, et donc ce modèle-là, il permet de se sentir, j'appartiens à une équipe, j'appartiens à un projet, je sens que je suis partie prenante, et donc en ça, je peux, je pense, être davantage fidélisé. Alors après, je m'arrête là peut-être. C'est pas un modèle du tout miraculeux. Il va aussi avec ses difficultés. Nous, ce qu'on voit, c'est que je pense qu'on arrive à... C'est assez difficile parce qu'on a des difficultés de recrutement, globalement, mais on arrive plutôt bien à recruter. On n'a jamais été vraiment en difficulté majeure, et donc j'ai l'impression que notre modèle de cooptation, de recrutement par les pairs, de verbalisation, de marque employeur à notre mini-échelle marche plutôt pas mal. Je pense qu'on arrive à fidéliser mieux, mais pas du tout assez. On a un turnover qui reste encore assez important. Une auxiliaire en moyenne chez nous reste 2 ans, donc c'est court, hein, essentiellement lié pour le coup à la rémunération. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse qu'on en fait en interrogeant les personnes. Gagner le SMIC plus 10% à Paris, c'est quand même compliqué, à moins d'avoir d'autres aides ou une aide au logement. Donc ça ne résout pas tout, et il y a aussi un combat à mener en parallèle sur les sujets de rémunération. Mais voilà, nous en tout cas, l'envie, c'est l'histoire de qu'est-ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est voilà, comment on travaille et rappeler le sens du métier. Et ça, c'est assez puissant. Et ça, tout le monde n'a pas ça. On est dans un secteur de sens où il y a des vraies vocations. Et je pense que quand je me projette dans l'avenir, c'est ce qui me rend très optimiste sur les capacités du sanitaire et social, de la santé à recruter, à attirer, parce qu'il y a un sens assez profond. Donc à nous de trouver les recettes en attendant, mais voilà, ça me rend plutôt confiant. Voilà, je m'arrête là dans un premier temps. Merci beaucoup, merci à vous trois. On passe aux questions. Oui, alors on a fait bien entendu réagir, je ne sais pas si on dit nos téléspectateurs ou nos réseaux, mais en tout cas, merci déjà pour vos présentations, effectivement, qui sont inspirantes pour le sujet. Je vais passer la parole à Leslie, donc, qui a récupéré ces différentes questions et qui va vous les transmettre. Alors, on a une première question de Monsieur Michel Lepetit, une première réaction. Donc, c'était concernant le propos de Jungle, qui était intéressant, mais un peu trop centré sur l'entreprise privée.
La dégradation de l'image des entreprises privées est très forte, avec par exemple une vague énorme de greenwashing qui est en train de déstabiliser de nombreux secteurs économiques qui perdent toute attractivité malgré les salaires. Il est plus que probable que cette situation du secteur privé va s'aggraver. Je ne crois pas que nous soyons dans ce cas de figure puisque notre mission, comme celle de notre secteur, est très claire. Voilà pour le commentaire. D'accord, c'était un commentaire, là c'est pas une question. Ok, il y avait une question. Alors on avait une seconde question qui s'adressait plutôt à l'envie. Serait-ce là un sujet d'attractivité pour les emplois accompagnant le hors les murs? À l'envie. Alors, est-ce que... j'imagine que la question... Vous m'entendez là comme ça? J'imagine que la question, c'est autour de comment on peut aller hors des murs de l'établissement et intervenir à domicile. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que nous, à l'Envie, on a une activité d'aide à domicile. Et donc, j'espère, et c'est super, si ça évoque des réflexions pour vous, pour les salariés qui pourraient être chez Vivre et Devenir et qui interviennent en dehors des murs. Néanmoins, et je réponds dans ce sens-là, ce qu'on a mis en place, alors je vous ai raconté l'histoire spécifique d'À-l'Envie, mais en fait, il y a un vrai mouvement dans le secteur et je pense qu'il y a plein de choses qui marchent, que ce soit en établissement ou en domicile, sur comment on s'organise au travail, comment on collabore au sein d'une équipe, quelles sont les méthodes d'intelligence collective, comment on travaille sur le planning. Donc je pense que, et en tout cas moi je vois qu'il y a beaucoup d'établissements qui s'emparent aussi de ce sujet de l'équipe autonome. Donc oui, je suis sûr que c'est probablement intéressant pour les équipes hors les murs que vous avez, mais peut-être aussi des réflexions à mener sur l'organisation au sein d'établissements. Voilà, je réponds comme ça, même s'il y a peut-être d'autres choses derrière la question. Merci bien. Alors moi j'avais une question peut-être avant de passer la parole à Christophe. La question de la marque employeur, très intéressant, Monsieur Baudouin, dans l'approche que vous nous avez apportée. Est-ce que sur des organisations comme les nôtres, avec la diversité que j'ai très rapidement présentée, il y a un point d'entrée peut-être à imaginer pour, tout en générant une logique transversale, à intégrer quand même cette particularité de spécificité d'activité? Alors, vous avez une chance particulière, et pardon de le qualifier comme une chance. On vient de vivre 2 ans où le besoin de solidarité, le besoin de proximité, le besoin de dévouement, etc., ont été sous les feux de la rampe de façon constante. Vous êtes à un moment où ces besoins exprimés par la société, encore une fois, ce n'est pas d'abord une offre de marché, c'est bien d'abord une demande de la société, et ce qui a le plus adhéré à cette conscience explicite, cette fois, de la société, ça a été des organisations non commerciales. Ça a été le domaine de l'entreprise sociale et solidaire et pas le domaine de l'entreprise capitaliste, pour faire simple. Donc, vous avez une chance peut-être particulière qui n'est pas seulement conjoncturelle, à mon avis, parce que ce qui s'est exprimé depuis 2 ans est très profond dans la société. Ça n'a fait que mettre en valeur des attentes très profondes dans nos sociétés qui ont trouvé là le moyen de vraiment être plus reconnus. La deuxième chance, et pardon encore une fois de décrire ça comme une chance, c'est aujourd'hui l'espèce de désillusion. C'est-à-dire qu'après la période d'enthousiasme où on se mettait à 20h sur le balcon pour applaudir les soignants qui n'étaient d'ailleurs pas là, et nécessairement pas là, on est reparti dans une forme de désillusion parce qu'il y a une forme de démobilisation. Il y a une forme de fatigue, et on nous rebat les oreilles de la fatigue dans la société. C'est probablement une chance pour vous, parce que vous avez la possibilité, et encore une fois, avec les quelques exemples qu'on a vus et avec la structure de votre activité que vous avez exposée tout à l'heure, vous êtes sur des terrains spécifiques où la société se vit. C'est-à-dire que ce n'est pas des problématiques nationales, ce sont vraiment des sujets locaux où la société se vit et où vous pouvez révéler, d'une certaine façon, sous votre marque, ce que vous faites concrètement pour répondre à des situations. Mais ça, il faut pour ça, effectivement, faire l'effort d'aller le montrer.
Alors de le montrer par les moyens qui vous ont été esquissés tout à l'heure, par tous les autres moyens, parce que c'est vrai que les publics d'un certain nombre de médias ou de réseaux ne sont pas forcément ceux auxquels vous voulez le plus vous adresser, mais une analyse de réseaux très locaux, très de proximité, autour d'attentes de la société qui sont très profondes et aujourd'hui très vivaces, vous donne probablement quelques clés pour structurer le petit nombre de choses à faire. Il ne faut pas s'embarquer dans des choses très compliquées. Il faut chercher où sont les aspects uniques et démontrables de ce que vous faites par rapport à une situation dans la société. Ça existe. Alors après, c'est une question. Alors là, je renvoie la balle dans le camp de Viviane, si vous voulez. Pour le coup, c'est son domaine de prendre ça pour en faire quelque chose qui va effectivement devenir un exercice de communication. Mais il n'y a presque rien à inventer, si ce n'est le pas à faire pour que la jungle devienne un jardin. Merci beaucoup. Je retiens la dernière phrase surtout. Merci. Vos 3 présentations étaient passionnantes. Passionnantes pour des tas de raisons. Je ne vais pas les reprendre, mais non, j'ai une question. Je ne sais pas de qui s'adresse d'ailleurs cette question. Je l'entends dans votre présentation notamment. Il y a quelque chose qui pointe sur l'implication, la participation des salariés. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on a un levier aussi là-dessus, soit vous avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, soit vous dans ce que je le sens un peu poindre quand même dans ce que vous évoquez, comment on peut impliquer les salariés dans la gouvernance, ou vous, le modèle Asus doit impliquer les salariés dans votre gouvernance. Et donc, est-ce qu'on a un levier aussi là-dessus enfin, je cherche des outils en fait. Et est-ce qu'on a un levier là-dessus? Je sais pas à qui je tends le micro. Mais ma question est assez précise. Alors, écoutez, je le garde puisque je l'avais il y a une minute. Oui, vous avez un levier, et non, ça ne se fera pas sans eux. C'est-à-dire que l'impératif catégorique, pour le dire comme ça, c'est que ce soit bien les acteurs qui le font, qui soient aussi ceux qui le montrent. Donc là, vous avez à Romainville un groupe de jeunes qui fait des choses avec des abeilles. Vous êtes dans un faisceau de centres d'intérêt de l'opinion publique, ça n'existe pas, hein, mais en tout cas des médias aujourd'hui. Je suis à peu près convaincu qu'au prix d'une toute petite mise en forme des contenus de cette initiative et du fait qu'aujourd'hui vous avez décerné un prix pour que cette initiative soit pérennisable, là vous avez un sujet qui va intéresser des médias quelque part. Il faut que vous entriez là. Alors vous allez entrer dans des médias qui seront ceux que vous avez peut-être déjà sur Internet, mais le saut qualitatif, c'est quand vous passez du réseau social aux médias mainstream, pour le dire comme ça. Parce que tout d'un coup, vous changez de registre. Alors c'est vrai qu'il faut aller voir Le Parisien, qu'il faut aller voir France 3, qu'il faut aller voir je ne sais pas qui. Bon, je ne veux pas vous faire le panorama aujourd'hui, mais vous avez des sujets qui collent tellement avec l'appétit du marché de ces médias. Parce que les médias sont des gens qui vendent des produits. Hein, et s'ils ne mettent pas dans leur colonne ou sur leur minute d'onde les produits que les gens achètent, ils vont perdre leurs clients. Et là, vous avez des ressources qui sont exactement les ingrédients pour faire des produits que ces médias souhaitent, parce que ce sont les produits que leurs clients achètent. Hein. Même chose, si vous voulez, le Welcome to the Jungle fait des choses d'une façon qui est telle qu'il y a des gens qui y viennent pour acheter ce que fait Welcome to the Jungle. Hein, ce n'est pas l'inverse. Welcome to the Jungle n'oblige personne à venir prendre ce qu'on met en ligne. En revanche, le produit est fait de telle sorte qu'il répond aux appétits, à la fois de contenu et de forme, du public auquel il parle. Mais ça ne se fera pas, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, ça ne se fera pas sans les acteurs de terrain qui sont les seuls légitimes pour porter une marque comme la vôtre. En tout cas, c'était très inspirationnel sur l'élément de réponse. C'est une des questions aussi que vous posiez, c'était comment est-ce qu'on implique les gens dans l'entreprise, aussi à participer.
moi j'ai une réponse qui est en tout cas très terrain et très liée à ce qu'on fait chez Welcome to the Jungle. Nous, on est tous actionnaires chez Welcome to the Jungle. On a tous une participation dans l'entreprise. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Avant, j'ai été dans 2 autres sociétés. Et en tout cas, qui donne un sens des responsabilités, une volonté d'engagement qui est beaucoup plus haute. Et ce n'est pas le niveau d'actionnariat, on n'est pas sur des dimensions incroyables, mais c'est juste même de fait d'avoir une participation dans la société, je trouve qu'il donne un élément très engageant dans l'action commune qu'on peut mener. Et aujourd'hui, c'est vrai que je sens qu'il y a quand même, on a 200 collaborateurs, une volonté de rester durablement et, comme moi aujourd'hui, de venir parler de ce qu'on fait, je trouve qu'il démontre une motivation et en même temps un sens de l'engagement qui est plus fort que chez d'autres. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu au départ cette envie commune d'inclure tout le monde dans le projet. Je pense que c'est plus cette philosophie que j'en retiens que l'aspect capitaliste de la participation dans la société. J'ai envie de rajouter juste un mot pour le plaisir, en tout cas au travers des témoignages d'Alain Vie sur cette question. Je trouve qu'on est très bon, nous, en marketing, quand on témoigne juste de ce qu'on fait et qu'on raconte juste que c'est juste du témoignage plutôt qu'il n'y a pas de vernis. Et nous, là où on est très bon, parfois, c'est pas quand c'est moi qui viens parler, par exemple, comme aujourd'hui, mais c'est quand d'autres, notamment les auxiliaires, parlent en disant voilà ce que c'est à l'envie, c'est moi à l'envie, et se sentent partie prenante du projet. Là, il y a Brut qui va faire un reportage chez l'envie, et c'est une auxiliaire de vie qui est directement en contact avec le journaliste. Ça se passe directement, et là, ça marche bien, parce qu'en fait, il y a un sentiment de, en fait, c'est moi aussi je suis autant à l'envie que Clément ou que d'autres. Voilà, et après, je trouve et juste peut-être un mot, effectivement, je trouve que dans les instances de gouvernance, il y a pas mal de choses à faire aussi pour s'approprier les sujets. Effectivement, nous avons un système de gouvernance partagée où chaque représentant des équipes participe au sujet en centrale. On va discuter de recrutement, d'allocation de budget, et en salle, beaucoup de problèmes, en fait, ce sont des problèmes partagés, où beaucoup de visions sont partagées. Et je trouve que ça change pas mal de choses aussi, effectivement, sur la marque employeur, sur l'attractivité des métiers, parce qu'en fait, on est tous dans la même galère, on ne subit pas, il n'y en a pas l'un ou l'autre qui subit telle situation. C'est un groupe qui est face à, que ce soit en positif quand on va témoigner, ou que ce soit face aux difficultés à résoudre. Non, parce que du coup, vous y avez répondu. Oui, peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif L'Humain d'abord, si c'est possible? Nous, en chemin avec À l'Envie, on s'est rendu compte qu'on était content de créer une boîte où il fait bon vivre, mais qu'on avait envie d'avoir une vraie participation à la transformation d'un secteur qui en a besoin. On est sur un secteur en souffrance, globalement, l'aide à domicile, avec beaucoup de difficultés de recrutement, de fidélisation. Et donc, on avait envie de pouvoir aussi prendre la parole dans le secteur. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vouloir prendre la parole, à faire bien les choses. Donc, on a créé avec d'autres, notamment d'autres très inspirés de Buurtzorg aux Pays-Bas, un collectif qui s'appelle L'Humain d'abord. Et donc aujourd'hui, historiquement, on était 4-5 associations ou entreprises dans l'aide à domicile et on a envie de réinventer nos organisations. Aujourd'hui, on regroupe une 40aine d'employeurs. Et ce collectif, on a à cœur d'essayer de faire bouger les organisations très pyramidales du secteur pour valoriser les métiers. Pour émanciper les professionnels de terrain. Et on fait essentiellement 2 choses. On témoigne de nos organisations. Dans les témoignages, ce n'est pas que les dirigeants, c'est les auxiliaires de vie, les encadrants, les dirigeants. Et puis, on accompagne des établissements ou des services dans leur changement d'organisation. Voilà, donc on est une asso et on a envie d'avoir un impact positif sur le secteur dans sa manière dont il est organisé, voilà, sur ce qui nous incombe. On pourrait après demain créer un collectif qui irait demander plus d'argent à l'État, ça pourrait être aussi utile. Voilà, nous, c'est vraiment qu'est-ce que nous on peut faire entre acteurs, qu'est-ce qui incombe de nous et comment on peut se mettre en action voilà, ensemble.
Alors, je vais vous transmettre 2 autres questions qui nous arrivent de YouTube. Alors, la première, elle est à l'inverse de ce que vous avez identifié tout à l'heure, Adrien. C'est de dire, nous, le problème qu'on a, c'est pas tant je dirais, de vendre nos valeurs, c'est de sensibiliser nos jeunes collaborateurs à nos valeurs. C'est-à-dire qu'on a plutôt en interne des collaborateurs qui seraient pas insensibles, mais pour lesquels il y aurait besoin de vendre plus que de raison le sens de l'action. Est-ce qu'il y a là-dessus, effectivement, sur cette logique de sensibilisation, un travail à faire? Ça, pour moi, sur cette question-là, en fait, ça revient à rebondir sur les éléments qui ont été partagés. C'est plutôt une question de tribune. C'est sur quelle tribune, de quelle tribune vous allez vous servir, de quelle exposition, de quel média. Je trouve qu'aujourd'hui, on sait que Brut, en termes de format, est à un niveau extrêmement pertinent. Et de donner la parole sur des témoignages, c'est ce qui fonctionne le plus, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent... ce que je retiens aussi, c'est de l'authenticité, de la sincérité, et de donner la parole aux fondateurs. Moi, je suis aussi content que notre fondateur, ou que là, on laisse témoigner d'autres personnes qui sont justement, qui vont porter les valeurs d'une façon avec plus d'écho. Il y a forcément plus d'auxiliaires de vie que de fondateurs d'Alenvie. Que moi, j'ai la chance d'avoir plus de personnes qui peuvent parler de Welcome to the Jungle que moi. Et je trouve que c'est, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est aussi comment est-ce qu'on essaye d'optimiser chacune des actions pour leur donner une visibilité. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec les remises d'échecs et 6 projets qui vont avoir du sens, on a besoin d'en parler, on a besoin d'y lui donner un écho. Plus que d'une salle ou sur YouTube, c'est d'utiliser des médias qui vont reprendre cette information, qui vont communiquer sur cette information et qui vont rendre visible votre action et donc attirer potentiellement des gens qui ont envie d'avoir cet impact-là. Oui, juste sur cette question de la motivation, pour faire ça, 1, ça ne s'improvise pas. 2, il faut bien comprendre la circulation de valeurs que ça représente. Alors ça ne s'improvise pas, je veux dire par là que attention à ne pas exposer à un média quelqu'un qui n'y a pas été préparé. Parce que si cette personne se fait carboniser par son exposition aux médias, c'est terminé. Ça sera très, 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 très difficile à récupérer. Donc, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent. L'exposition aux médias, ce n'est jamais innocent. Hein. Pas plus sur YouTube maintenant que sur n'importe quel autre média. Un des plus, entre guillemets, confortables étant Brut, qui est justement brut, qui est nature, qui a des exigences extrêmement précises sur le fait que ce n'est pas le fondateur qui parle, mais c'est l'acteur qui est mis en valeur. Donc là, on est dans le format qui est le bon format. Mais il faut le préparer. Comment on se dit, comment on dit ce qu'on a à dire. Et ça, c'est un développement professionnel considérable pour un collaborateur. Le fait que vous ayez des gens qui sont venus tout à l'heure ici pour dire voilà ce que je fais, il y a un appétit manifeste, hein, sans ça il ne serait pas là. Il y a une volonté de faire, sans ça il n'aurait pas soumis de projet. Maintenant, il faut les préparer à porter ça vers l'extérieur. Et le porter vers l'extérieur fait circuler de la valeur dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est de la valeur de chez vous qui se partage avec l'extérieur, et c'est de la valeur de l'exposition qui vient chez celui qui le fait. Et ça, il y a une satisfaction personnelle à faire ça quand on a été bien préparé et qu'on ne s'est pas fait carboniser à la première occasion. Merci beaucoup. J'ai la lourde tâche de conclure. Alors, je suis un peu inspirée, donc ça va aller. Juste pour conclure, en fait, si je dois faire la synthèse entre vos ouvrages et aussi ce que j'ai entendu cet après-midi, je trouve qu'il y a des mots-clés qui sont inspirants et qui ressortent énormément. Et si je dois les citer de manière très brève, on retrouve les termes de transparence, de confiance, de responsabilité, de flexibilité. Ça, on retrouve dans vos 3 discours, on le retrouve dans vos ouvrages. Et je trouve, voilà, si, encore une fois, je dois conclure, je pense que c'est des termes qui sont inspirants et sur lesquels on doit s'appuyer aussi dans le cadre de la fidélisation et de l'attractivité des métiers du social.
Et ma conclusion ne va pas être celle-ci. Ma conclusion, ça va être de vous préciser que sur le projet d'apiculture, nous avons fait le choix, en plus d'essaims d'abeilles noires, qui sont des abeilles qui sont en voie de disparition. Et donc, pour préserver la biodiversité et s'inscrire dans cette biodiversité, on fait ce choix-là, même si les abeilles sont moins productives, mais notre objectif n'est pas là. Et qu'il va y avoir un moment aussi assez médiatisé, puisque le Rotary Club nous fait aussi don d'une ruche pour ce projet. Voilà. C'était ma petite pub en passant. Voilà. Merci beaucoup.